Une pauvre fille trouve un milliardaire piégé dans une voiture en flammes. Il crie, « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir ici. » Elle tente de le sauver, mais ce qui arrive change sa vie à jamais. Les gens ne regardaient jamais vers le bas. Ils se dépêchaient, les yeux rivés sur leur téléphone ou l'horizon, ne remarquant jamais la petite silhouette qui se déplaçait parmi eux. Pour le monde, Josie n'existait pas. Elle n'était qu'une ombre glissant le long des trottoirs crasseux de la ville. Josie ne s'en souciait pas. Être invisible avait ses avantages. Le ciel retenait encore les derniers rayons du soleil lorsqu'elle arriva dans l'allée derrière le restaurant italien. C'était son endroit préféré le mardi. Le cuisinier moustachu jetait de la bonne nourriture, parfois même des parts entières de pizza et des morceaux de pain à peine touchés. « Jour de chance », murmura-t-elle, trouvant la moitié d'une lasagne dans un sac. Elle n'était pas encore froide. Josie tenait le trésor à deux mains, sentant la chaleur contre ses doigts fins. L'odeur fit gargouiller son estomac si fort qu'elle rit. Un petit plaisir dans un monde plein de grandes difficultés. Avec précaution, elle glissa la nourriture à l'intérieur de son manteau en lambeaux et continua sa recherche. Elle ne prenait jamais tout en une seule fois. Mieux valait répartir ses ressources au cas où elle en perdrait une. Josie avait appris cela seule, comme tant d'autres choses qui la maintenaient en vie dans la rue. Alors qu'elle fouillait dans une poubelle voisine, ses doigts se refermèrent sur quelque chose de rond et de lisse, un bouchon de bouteille de soda rouge brillant. Josie sourit, le glissant dans sa poche avec les autres qu'elle avait collectés tout au long de la semaine. Pour n'importe qui d'autre, c'était un déchet. Pour Josie, c'était un trésor. Le vent éparpilla ses cheveux foncés, la faisant lever les yeux vers le ciel. De lourds nuages s'amoncelaient, chargés de la promesse de la pluie. Josie reconnaissait ces signes. Il était temps de trouver un abri. Non pas que le froid ou la pluie soit quelque chose de nouveau. Elle vivait dans la rue depuis si longtemps que son petit corps s'était adapté aux éléments. Son manteau, 3 tailles trop grand, avait été trouvé dans une boîte de dons laissée à la porte d'une église. Il n'était pas joli. Des taches d'elle avaient gâché le tissu bleu terne, mais il la gardait au chaud quand il le fallait. Josie accéléra le pas, traversant la rue vers la station de métro abandonnée. Pendant les rénovations, les ouvriers avaient laissé plusieurs boîtes de matériel dans le coin de l'entrée. Elle avait découvert qu'en empilant deux d'une certaine manière, elle pouvait former un abri parfait contre la pluie. Dans sa cachette actuelle, Josie gardait son petit monde, un monde fait de bouchons de soda soigneusement organisés, disposés en cercle parfait. Chaque couleur représentait un royaume sur la carte imaginaire qu'elle avait créée. Les canettes écrasées devenaient des bâtiments et des châteaux. Des morceaux de verre coloré se transformaient en lac et en océan scintillant. C'était un royaume où elle régnait, un endroit où personne ne pouvait l'expulser ni faire comme si elle n'existait pas. Les premières gouttes commencèrent à tomber alors qu'elle tournait le coin. Épaisse et lourde, elle faisait un bruit fort sur l'asphalte. Josie courut, sentant son cœur s'emballer d'adrénaline. Courir était l'une des rares choses qu'elle aimait vraiment. Cela la faisait se sentir libre, comme si elle pouvait échapper à tout, même à sa propre réalité. Les lumières de la ville commençaient à briller, se reflétant dans les flaques d'eau qui se formaient. Le monde semblait différent quand il pleuvait, plus propre, plus lumineux, comme si l'eau lavait toute la saleté et la tristesse. Ça va être une grosse, pensa-t-elle, observant les éclairs qui annonçaient l'orage. Elle atteignit la station juste au moment où la pluie déchaînait toute sa force. Ses cheveux foncés étaient plaqués sur son visage, et ses baskets trempées faisaient un drôle de bruit à chaque pas. Cela n'avait pas d'importance. Dans quelques minutes, elle serait assez sèche à l'intérieur de son abri. Josie réarrangea les boîtes, s'assurant que l'eau ne s'infiltrerait pas facilement. Elle sortit la lasagne de son manteau et commença à manger lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était son dernier repas. La nourriture était l'une des rares choses qu'elle pouvait encore apprécier pleinement. Peut-être parce qu'elle ne savait jamais quand viendrait le prochain repas. En mastiquant, elle pensait à ce que ce serait d'avoir un vrai chez-soi, un toit qui ne fuyait pas, un lit qui n'était pas fait de carton, de la nourriture qui ne venait pas des poubelles. Parfois, en passant devant des bâtiments avec de grandes fenêtres, elle voyait des familles assises autour de tables, riant, parlant, tous ensemble. Josie ne se souvenait pas d'avoir eu un père. Sa mère était une silhouette floue dans sa mémoire, parfum bon marché, main froide, promesse non tenue. « Je reviens tout de suite, chérie. Attends ici. » Ce furent les derniers mots qu'elle avait entendus d'elle, il y a si longtemps que cela lui semblait parfois un rêve.
Elle attendit des heures, puis des jours. Quand la faim s'est installée, elle commença à chercher de la nourriture. Quand la police est arrivée, elle apprit à se cacher. Et ainsi, petit à petit, la rue est devenue sa maison. L'orage déchira le ciel avec des éclairs suivis de tonnerres qui faisaient vibrer le sol. Josie n'avait pas peur. Il y avait des choses bien pires que les orages. Les gens, par exemple. Elle termina la lasagne et s'essuya les mains sur le bord de son manteau. Puis elle sortit les bouchons de sa poche et commença à les ranger. Son petit monde imaginaire était le seul endroit où elle existait vraiment, où elle comptait. Là, elle n'était pas seulement une ombre, mais une reine, une bâtisseuse de ville, une personne. La pluie tombait maintenant en rideau dense, frappant le métal et le béton autour d'elle. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce bruit, comme une couverture sonore qui étouffait le reste du monde. Josie s'allongea sur son matelas de fortune fait de carton et de chiffon de tissu et ferma les yeux. Demain serait un autre jour à chercher de la nourriture et des trésors. Elle était presque endormie quand elle entendit le bruit, le crissement des pneus sur le trottoir mouillé, assez fort pour percer même l'orage, puis le fracas métallique, quelque chose de grand qui entrait en collision violemment. Josie s'assit immédiatement. Les accidents signifiaient la confusion, les questions de police. Cela signifiait qu'il fallait se cacher encore plus, mais cela signifiait aussi que quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. Elle hésita. La pluie était forte et son abri était sec. Ce n'était pas son problème. Le monde extérieur ne se souciait pas d'elle, alors pourquoi devrait-elle s'en soucier? Pourtant, quelque chose la fit se lever. Peut-être la curiosité. Peut-être cette partie têtue d'elle qui croyait encore que les gens pouvaient être bons malgré toutes les preuves du contraire. Elle quitta prudemment son abri, restant dans l'ombre. La pluie tombait drue, mais la visibilité s'était un peu améliorée, assez pour voir ce qui s'était passé. Une grande voiture noire, le genre que seuls les gens très riches conduisaient, avait percuté un lampadaire. L'avant était complètement détruit, et de petites flammes commençaient à apparaître sous le capot, dansant même à travers la forte pluie. Josie regarda autour d'elle. La rue était étrangement vide. Personne ne courait pour aider. C'était comme si ce coin de la ville avait été oublié par la nuit, par l'orage, par le destin lui-même. Elle s'approcha en rampant, toujours cachée par l'obscurité. C'est alors qu'elle vit le conducteur, un homme piégé sur le siège avant, bougeant faiblement. La porte semblait écrasée, impossible à ouvrir. Les flammes grandissaient, alimentées par quelque chose qui fuyait du moteur détruit. Josie hésita à nouveau. Aider signifiait être vue. Être vue signifiait des questions, peut-être les autorités. Peut-être un de ces endroits destinés aux enfants comme elle, les refuges et les familles d'accueil qu'elle craignait. C'est alors qu'elle entendit le cri. Un cri qui lui serra le cœur. Un son de pur désespoir qui fendait la nuit pluvieuse. « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir ici. » La voix de l'homme était emplie de peur, d'une vulnérabilité que Josie connaissait trop bien. Ce n'était pas le cri de quelqu'un d'important ou de puissant. C'était le cri de quelqu'un qui, à ce moment-là, était tout aussi seul et impuissant qu'elle. Elle recula d'un pas, prête à retourner à sa cachette. Ce n'était pas son problème. Cela ne pouvait pas l'être. Survivre seul était déjà assez difficile. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Sa voix était plus faible maintenant, étouffée par la fumée qui commençait à remplir la voiture. Les flammes s'embrasaient soudainement, éclairant l'intérieur du véhicule. Josie vit clairement le visage de l'homme, des yeux grands ouverts remplis de terreur, un filet de sang coulant sur son front. Il n'avait pas l'air puissant ou menaçant, juste effrayé, pas si différent de son propre visage dans ses cauchemars. À ce moment-là, Josie prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle courut vers la voiture. La pluie lui fouettait le visage à mesure qu'elle approchait. La chaleur des flammes augmentait de seconde en seconde, rendant l'air autour d'elle étouffant. L'homme vit la petite silhouette s'approcher et sembla confus, comme s'il ne pouvait pas croire ses yeux. « La porte est coincée », parvint-il à dire en toussant à cause de la fumée. Josie essaya de l'ouvrir, mais elle était trop lourde. Également bosselée par l'impact. Elle tira de toutes ses forces, ses pieds glissant sur l'asphalte mouillé, mais la porte ne bougeait pas. « Ça va exploser », marmonna l'homme, la peur claire dans sa voix. « Cours, gamine. Sauve-toi. » Mais Josie ne courut pas.
Elle regarda autour d'elle désespérément. Un rocher de taille moyenne gisait dans la jardinière près du lampadaire. Josie le saisit à deux mains. « Détournez votre visage !» cria-t-elle à l'homme qui obéit instinctivement. Avec toute la force qu'elle put rassembler, Josie frappa le rocher contre la vitre passager. Une fois, deux fois. Au troisième essai, la vitre se brisa, se désintégrant en milliers de minuscules fragments. La chaleur était maintenant intense, presque insupportable. Josie protégea son visage avec son bras alors qu'elle passait son bras par la fenêtre brisée pour atteindre la ceinture de sécurité de l'homme. Ses petits doigts travaillèrent rapidement pour libérer le loquet. « Pouvez-vous bouger ?» demanda-t-elle, toussant dans la fumée. L'homme hocha faiblement la tête, se traînant vers la fenêtre brisée. Josie l'aida du mieux qu'elle put, le tirant par les bras. Il était lourd et beaucoup plus grand qu'elle, mais l'adrénaline donna à la fille une force qu'elle ne connaissait pas. « Allez, murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à lui. Vous pouvez le faire. » Avec un dernier effort, ils y parvinrent. L'homme tomba hors de la voiture, roulant sur le trottoir mouillé. Josie l'éloigna davantage du véhicule, ses petites mains serrant le tissu coûteux de sa veste. « Père » marmonna-t-elle, entendant le son inquiétant du feu dévorant le carburant. Ils rampèrent encore quelques mètres loin du lieu de l'accident. L'homme toussa, respirant avec difficulté, mais il était en vie. En vie grâce à elle. C'était un sentiment étrange pour Josie, dont personne n'avait jamais eu besoin auparavant. La voiture explosa derrière eux, pas comme dans les films avec une énorme boule de feu, mais avec une série de bruits secs et de plus grandes flammes qui engloutirent complètement le véhicule. Même de loin, elle sentit la chaleur contre son dos. L'homme gisait sur le trottoir, haletant pour respirer. Du sang coulait d'une coupure sur sa tête, se mélangeant à l'eau de pluie qui lui lavait le visage. Ses yeux, cependant, étaient ouverts et fixés sur Josie. « Vous » commença-t-il, sa voix faible, mais claire. « Vous m'avez sauvé. » Josie ne répondit pas. Elle regrettait déjà d'avoir aidé. Les gens signifiaient des complications, signifiaient des questions, signifiaient devoir expliquer des choses qu'elle préférait cacher. « Comment vous appelez-vous » demanda l'homme, luttant pour rester conscient. Elle hésita, donner son nom était dangereux. Un nom signifiait une identité. Une identité signifiait être retrouvée. Et être retrouvée était la dernière chose qu'elle voulait. Mais quelque chose dans les yeux de l'homme la fit répondre. Ce n'était pas le regard de pitié que certains adultes lui donnaient quand ils la voyaient fouiller dans les poubelles, ni le regard de dégoût ou de peur. C'était de la gratitude. « Josie » répondit-elle finalement, sa voix presque un murmure au milieu de la pluie et des flammes. L'homme esquissa un faible sourire. « Merci, Josie » dit-il avant que ses yeux ne commencent à se fermer, la conscience lui échappant comme du sable entre les doigts. Au loin, les sirènes, quelqu'un avait enfin remarqué l'accident et appelé à l'aide. Les sons se rapprochaient, fendant la nuit comme des couteaux aiguisés. Josie regarda l'homme inconscient, puis la lumière rouge et bleue qui commençait à apparaître à l'autre bout de la rue. Elle décida qu'elle en avait fait assez. En quelques secondes, elle serait entourée par la police, les ambulanciers, les gens posant des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. « Au revoir » murmura-t-elle. Bien qu'elle sût qu'il ne pouvait pas l'entendre, les sirènes étaient plus proches maintenant. Josie jeta un dernier regard à l'homme. Son costume noir était déchiré et sale, mais il criait toujours « argent ». Il irait bien. Les gens comme lui allaient toujours bien. Ils avaient de l'argent, du pouvoir, des gens qui se souciaient d'eux. Au moment où la première ambulance tourna le coin, Josie avait déjà disparu dans l'ombre, invisible à nouveau, comme elle l'avait toujours été. La seule preuve de son existence étaient les petites empreintes de pas mouillés qui seraient bientôt emportées par la pluie. Les ambulanciers ne trouvèrent qu'un homme inconscient à côté d'une voiture en feu. Alors qu'ils le transportaient à l'ambulance, vérifiant ses signes vitaux et administrant les premiers secours, personne ne remarqua la petite silhouette qui observait de loin, enveloppée dans l'obscurité d'une ruelle voisine. Josie regarda alors qu'il chargeait l'homme dans l'ambulance. Un instant, elle imagina ce que ce serait de monter dans cette ambulance avec lui, d'aller dans un hôpital propre et chaud, de peut-être recevoir des remerciements formels, peut-être même une récompense, un endroit où rester. Mais elle savait que ce ne serait pas comme ça. Les questions viendraient, puis les services sociaux, puis, eh bien, elle ne serait qu'une autre enfant perdue dans le système, une autre statistique.
Mieux valait rester invisible. L'ambulance partit, emmenant l'homme vers un monde que Josie n'observait que de loin. Un monde de confort, de sécurité et de certitude qu'elle pouvait à peine imaginer. Les sirènes s'éloignèrent, ne laissant que le bruit de la pluie et le crépitement lointain de la voiture en feu. Josie retourna à son abri, trempée et épuisée. La poussée d'adrénaline s'était dissipée, la laissant tremblante et froide. Elle s'allongea sur son matelas de carton humide, tirant un morceau de carton sur elle comme une couverture. Elle ferma les yeux, écoutant l'orage à l'extérieur. Personne ne remarquait jamais Josie. C'est ainsi qu'elle survivait. Mais cette fois, quelqu'un l'avait vue. Quelqu'un connaissait son nom, et cela changerait tout. Ouah Barrett ouvrit lentement les yeux. La lumière blanche et vive du plafond lui faisait encore plus mal à la tête. L'odeur de désinfectant et le bip régulier des machines confirmèrent ce qu'il soupçonnait déjà. Il était à l'hôpital. Il tenta de bouger, mais la douleur l'arrêta. Son corps lui semblait brisé à des endroits qu'il ignorait. Son bras droit était bandé, et il sentait des compresses enveloppées autour de sa poitrine et de sa tête. Il ferma les yeux à nouveau, essayant d'organiser les souvenirs fragmentés flottant dans son esprit. La voiture, la pluie, le lampadaire, le feu, et puis elle. Josie, murmura-t-il, sa première pensée cohérente depuis son réveil. Une infirmière vérifiant ses signes vitaux s'arrêta et se pencha sur lui. « Monsieur Barrett, vous êtes réveillé. J'appelle immédiatement le médecin. » Ouah ne regarda même pas la femme. Son esprit était fixé sur le souvenir de cette petite silhouette sous la pluie. Des cheveux foncés et humides plaqués sur son visage. De grands yeux sérieux qui semblaient bien plus âgés qu'ils ne devraient l'être. De minuscules mains le traînant hors de la voiture en feu. « Josie » répéta-t-il, plus à lui-même qu'à quiconque. Le médecin se précipita dans la chambre, suivi de 2 assistants. Au cours des minutes suivantes, Ouah endura des questions sur son état, des tests de sa réactivité et des explications sur ses blessures, 3 côtes cassées, une légère commotion cérébrale, des brûlures au second degré sur le bras droit, des coupures et des contusions sur tout le corps. « Vous êtes très chanceux, monsieur Barrett », dit finalement le médecin. « 1 minute de plus dans cette voiture et nous n'aurions pas cette conversation. » Ouah hocha légèrement la tête, son regard lointain. « Qui m'a trouvé ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. Il avait besoin de confirmation qu'il n'avait pas imaginé la fille. Le médecin échangea des regards confus avec l'infirmière. « Eh bien, selon les ambulanciers, vous étiez seul à leur arrivée. Quelqu'un a dû appeler le 911, mais il n'est pas resté sur les lieux. » Ouah ferma les yeux à nouveau, alors elle avait simplement disparu, se fondant dans les ombres d'où elle était venue. Une enfant dans la rue, dehors sous l'orage, après lui avoir sauvé la vie. « J'ai besoin de passer un appel, » dit-il, essayant de s'asseoir. « Monsieur Barrett, vous avez besoin de repos. Tout ce qui concerne les affaires peut attendre maintenant. » La voix de Ouah n'était pas forte, mais elle portait le poids de quelqu'un habitué à être obéi. Le médecin hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. Juste quelques minutes. Une fois seul, Ouah décrocha le téléphone et composa un numéro que très peu de gens connaissaient. « Grant » dit-il quand l'appel fut décroché. « J'ai besoin de vous. » 3 jours passèrent avant que Ouah n'ait la force de quitter son lit pendant plus de quelques minutes. Les médecins ont insisté pour qu'il reste à l'hôpital au moins 1 semaine de plus, mais il connaissait son propre corps. Plus important encore, il connaissait son esprit, et son esprit ne pouvait pas se reposer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage. Josie, la fille qui était apparue de nulle part et avait disparu de la même manière, ne laissant que son nom et une dette que Ouah ne savait pas comment rembourser. Dans l'après-midi du 4e jour, Grant Rucker entra dans la chambre d'hôpital, grand, aux épaules larges et aux cheveux gris. L'ancien militaire portait un dossier discret sous le bras. Son visage habituellement impassible affichait un léger froncement de sourcils en voyant l'état de son employeur et, Ouah aimait à le penser, ami. « Tu as l'air terrible, » dit Grant, s'asseyant sur la chaise près du lit. « Toujours honnête, » répondit Ouah avec un faible sourire. « Que as-tu découvert ?» Grant posa le dossier sur la table de chevet et l'ouvrit, révélant des photos et des documents. « Rien de bon, » commença-t-il, son ton professionnel. « L'accident n'était pas un accident. Quelqu'un a trafiqué les freins de votre voiture. » Ouah hocha lentement la tête. D'une certaine manière, il s'y était attendu.
Il y a plus, continua Grant, montrant une photo agrandie du mécanisme de la porte de la voiture. Les serrures ont été modifiées. Au moment de l'impact, elles se sont bloquées automatiquement. Celui qui a fait cela ne voulait pas seulement que vous vous écrasiez. Il voulait s'assurer que vous étiez piégé à l'intérieur lorsque le feu a commencé. Ou a senti un frisson lui parcourir l'échine. Sans Josie, il aurait brûlé vif, incapable de s'échapper. Suspect? Grant sortit une autre photo du dossier. Un homme d'âge moyen aux cheveux soigneusement peignés et au costume impeccable, Richard Lindley. Votre ancien associé a de nombreux motifs. Après que vous l'ayez expulsé de l'entreprise l'année dernière pour ce scandale de détournement de fonds, il a publiquement juré que vous le regretteriez. Ou a pris la photo, étudiant le visage de l'homme qu'il avait considéré comme un ami pendant près d'une décennie. Même après le vol, même après les menaces, il n'avait jamais imaginé que Richard irait aussi loin. Avons-nous des preuves solides? Nous y travaillons. J'ai découvert qu'il a engagé un mécanicien au passé criminel. Nous traçons les paiements. Ou a rendu la photo, son regard se porta vers la fenêtre de l'hôpital, regardant la ville en contrebas. Continuez d'enquêter, dit-il finalement, mais gardez tout cela secret pour l'instant. Grant fronça les sourcils, perplexe. Vous ne voulez pas le livrer à la police? Pas encore. J'ai une autre priorité pour le moment. Oa se tourna vers Grant, son regard soudain intense. J'ai besoin que vous trouviez quelqu'un, une fille nommée Josie, une enfant des rues, probablement âgée de 6 à 8 ans, cheveux foncés, yeux marrons. Elle m'a tiré de la voiture avant qu'elle n'explose. Grant resta silencieux un instant, absorbant l'information. Une enfant des rues vous a sauvé. Elle a brisé la vitre avec un rocher, m'a traîné dehors. Oa toucha inconsciemment sa poitrine bandée, comme si son nom y était inscrit. J'ai besoin de la trouver, Grant. La ville est immense, Oa. Des milliers de sans-abri, beaucoup d'entre eux des enfants. Ce pourrait être comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous avez trouvé des choses plus difficiles auparavant. Grant hocha lentement la tête. J'aurais besoin d'une description plus détaillée. Tout ce qui pourrait t'aider. Oa ferma les yeux, essayant de se souvenir de chaque détail de cette nuit pluvieuse. Elle était seule, portait de vieux vêtements beaucoup trop grands, semblait adaptée à la vie de la rue. Elle n'avait pas peur, même avec le feu. Si déterminée. Il fit une pause, se souvenant de sa petite voix. Elle n'a pas dit grand-chose, mais quand elle m'a dit son nom, c'était comme si elle révélait un secret. Grant nota des choses dans un petit carnet. Je commencerai aujourd'hui, dit-il en se levant. Mais Oa, la ville n'est pas tendre avec les enfants sans abri. Si nous la trouvons, qu'avez-vous l'intention de faire? Oa regarda ses propres mains, les égratignures et les coupures encore en train de guérir. Des mains qui seraient froides et sans vie sans une fille que le monde avait oubliée. L'aider, répondit-il simplement. De toutes les manières dont elle aura besoin. Grant hocha la tête et quitta la chambre, laissant Oa seul avec ses pensées. Dehors, la ville continuait son rythme frénétique, des milliers de vies suivant leur chemin sans jamais s'entrecroiser. Quelque part parmi les grands immeubles et les ruelles sombres, une fille nommée Josie restait invisible à tous, mais pas à Oa Barrett. Pour lui, elle était la personne la plus importante au monde. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit d'orage. Josie continuait sa routine dans la rue comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas sauvé la vie d'un homme, comme si le nom Josie ne s'était pas échappé de ses lèvres et n'était pas entré dans le monde du visible. La vie dans l'ombre continuait. Ce matin-là, le ciel était clair, sans aucun signe de l'orage qui avait trempé la ville quelques jours auparavant. Josie se réveilla tôt, comme toujours. Dormir trop longtemps signifiait rater les meilleures chances de trouver de la nourriture. Les moments où les boulangeries jetaient le pain de la veille, ou quand les épiceries séparaient les fruits légèrement abîmés. Son estomac gargouillait alors qu'elle marchait le long du trottoir, restant près des murs des bâtiments. Des années dans la rue lui avaient appris l'art d'être invisible. Il ne s'agissait pas seulement de se cacher, mais de se déplacer de telle manière que les yeux des gens glissaient simplement sur elle, comme si elle n'était qu'un autre élément du paysage urbain. « Bonjour, jeune demoiselle. » Josie se figea au son de la voix. C'était l'homme du kiosque à journaux du coin, un homme âgé aux cheveux blancs qui la saluait toujours. Il était l'une des rares personnes qui la voyaient réellement. « Tu veux une pomme ? C'est le reste de ma collation. »
Elle hésita, puis s'approcha avec prudence. Elle prit le fruit d'un mouvement rapide sans parler. De rien, dit l'homme avec un doux sourire, déjà habitué au silence de la fille. Josie mordit dans la pomme en s'éloignant. Elle était douce et croquante, un luxe rare. Habituellement, les fruits qu'elle trouvait étaient trop mûrs ou abîmés. En mangeant, ses yeux se posèrent sur les journaux exposés au stand. Normalement, elle n'y prêtait aucune attention. Les nouvelles appartenaient au monde du visible, pas au sien. Mais aujourd'hui, quelque chose attira son regard. Un titre en lettres grasses, milliardaire échappe à la mort dans un accident mystérieux. En dessous, une photographie de la voiture détruite qu'elle connaissait trop bien. Le même véhicule d'où elle avait tiré cet homme cette nuit d'orage. Josie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Milliardaire. L'homme qu'elle avait sauvé était riche. Très riche. Elle n'aurait pas dû être surprise. La voiture était chère, les vêtements aussi. Mais d'une certaine manière, quand elle l'avait vu piégé dans l'épave, criant à l'aide, il lui avait juste semblé humain, effrayé et vulnérable comme n'importe qui d'autre. Josie reprit son chemin, pensive. Que ferait un milliardaire maintenant? Probablement retourner à son manoir et oublier complètement l'accident. Oublier la petite silhouette qu'il avait sauvée sous la pluie. Les gens riches ne se souciaient pas de quelqu'un comme elle, ça, Josie l'avait appris en observant la ville pendant des années. La journée passa comme tant d'autres. Elle fouilla les bennes à ordures derrière les restaurants, trouva quelques pièces près d'une banque, joua avec ses bouchons colorés quand personne ne regardait. Son petit royaume grandissait chaque fois qu'elle trouvait un nouveau trésor. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, Josie décida de passer par le parc central. Elle évitait normalement les endroits bondés, mais parfois les gens y laissaient tomber des restes de nourriture, des morceaux de sandwich, des frites, de la crème glacée à moitié fondue. Le parc était plus fréquenté que d'habitude. Plusieurs personnes restaient immobiles, fixant le grand écran qui affichait parfois des nouvelles et des publicités. Josie resta sur le côté de la foule, partiellement cachée derrière une poubelle. C'est alors qu'elle le vit. Sur l'énorme écran, le visage de l'homme qu'elle avait sauvé remplissait tout l'espace. Il n'était plus couvert de sang et de saleté. Il était propre, avec des cheveux bruns soigneusement coiffés, portant un costume sombre qui semblait plus cher que tout ce que Josie avait jamais vu. Un petit pansement sur son front était le seul signe visible de l'accident. Un nom apparut en lettres blanches au bas de l'écran, Oa Barrett, PDG de Barrett Industries. Josie restait figée. C'était étrange de revoir ce visage, maintenant si calme et en contrôle, si différent de l'homme terrifié qui avait supplié de ne pas mourir. Il commença à parler. Sa voix était calme et posée, rien à voir avec les cris désespérés de la nuit de l'orage. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont montré de l'inquiétude après mon accident. Les médecins m'assurent que je me rétablirai complètement. Josie regardait, fascinée par la transformation. C'était comme deux personnes différentes. Mais il y a quelque chose de plus important que je dois dire. L'homme, Oa Barrett, fit une pause. Son regard sembla changer, devenant plus intense, plus personnel, comme s'il ne parlait plus à une salle pleine de journalistes, mais à une seule personne. La nuit de l'accident, lorsque j'étais piégé dans la voiture en flammes, quelqu'un est apparu de nulle part et m'a sauvé la vie, un enfant, une petite fille. Josie sentit son cœur s'emballer. Il parlait d'elle. Je ne sais pas d'où elle venait ni où elle est allée. Tout ce que je sais, c'est son nom. La fille se recroquevilla davantage derrière la poubelle, comme si les gens du parc pouvaient d'une manière ou d'une autre la relier au mot sur l'écran. Josie, dit Oa Barrett, et quelque chose dans sa voix la fit trembler. Où que vous soyez, merci de m'avoir sauvé. Il n'y eut aucun son de la foule dans le parc. Tout le monde regardait en silence, probablement intrigué par l'histoire d'un homme d'affaires puissant sauvé par une enfant anonyme. Si quelqu'un sait qui est cette petite fille, veuillez contacter mon bureau. Je veux la remercier personnellement. Je veux l'aider de toutes les manières dont elle aura besoin. Josie sentit la chaleur lui monter aux joues. L'aider. C'était ce que les gens disaient toujours avant de disparaître. Ou pire, avant de l'envoyer dans un endroit où des gens en blouse blanche posaient des questions interminables. Promesse vide, murmura-t-elle, les yeux toujours fixés sur l'écran. Je ne me reposerai pas tant que je ne l'aurai pas trouvé, poursuivit Barrett. Je lui dois ma vie. Josie faillit rire.
Un homme comme ça se soucier d'une enfant des rues. Impossible. Il l'oublierait vite. Trop occupé à compter de l'argent et à conduire des voitures de luxe. Elle commença à s'éloigner, prête à retourner dans les ombres qui la protégeaient quand quelque chose la fit s'arrêter. Ce n'était pas ses mots, mais quelque chose dans ses yeux sur le grand écran. La caméra avait fait un zoom sur le visage de Wabaret, et il y avait quelque chose que Josie reconnut, quelque chose qui la surprit. Ce n'était ni la pitié ni la charité superficielle, pas même la gratitude. C'était la vérité. Ses yeux, bleus et clairs sur l'écran numérique, avaient la même intensité que Josie avait vue cette nuit-là quand il lui avait demandé son nom avant de s'évanouir. Comme si, même au milieu de la douleur et du danger, il voulait vraiment savoir qui elle était. Josie resta là, déchirée entre l'instinct de fuir et une curiosité réticente qui commençait à grandir en elle. Sur l'écran, Barrett continua de parler, maintenant des dons à des associations caritatives qui aidaient les enfants sans abri. Mais Josie n'écoutait plus ces mots. Elle étudiait l'homme lui-même. Elle avait vu beaucoup d'adultes dans sa courte vie, la cruauté, l'indifférence, une gentillesse superficielle occasionnelle. Elle reconnaissait les masques et les mensonges comme d'autres reconnaissaient des visages familiers. Mais les yeux de cet homme, ceux de Wabaret, étaient différents, comme si, l'espace d'un instant, lui aussi savait ce que c'était que d'être invisible. Mensonge, murmura-t-elle, tournant le dos à l'écran et s'éloignant du parc. Mais alors qu'elle se glissait de nouveau dans les ombres de la ville, Josie ne put oublier ses yeux. Ce regard, peut-être disait-il la vérité. Peut-être pas. Josie avait survécu en apprenant à douter, et elle continuerait à douter. C'était plus sûr ainsi. Mais pour la première fois depuis longtemps, un petit et dangereux sentiment s'épanouit en elle, l'espoir. Wabaret regarda par la fenêtre de l'hôpital, observant la ville qui s'étendait en contrebas. Il était dans une chambre privée au 10e étage avec vue sur les gratte-ciel qu'il connaissait si bien. Quelque part parmi ces bâtiments et ces rues se trouvait une fille nommée Josie, la fille qui lui avait sauvé la vie, puis avait disparu comme de la fumée. Alors, où est Grant ? Marmonna-t-il, vérifiant sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Comme sur commande, la porte s'ouvrit et Sophia, son assistante personnelle, se précipita. « Monsieur Barrett, je suis désolé, mais je n'ai pas pu localiser Monsieur Ricker. Il ne répond pas à son portable ni au message. » Oua fronça les sourcils. Ce n'était pas le genre de Grant d'être injoignable. « Continuez d'essayer, dit-il en se tournant vers la fenêtre. Et quand les médecins apporteront-ils mes papiers de sortie ? Bientôt, monsieur. Ils pensent toujours que vous devriez rester quelques jours de plus. Oua secoua la tête. Il n'avait pas le temps pour ça. Pas quand il devait trouver Josie. La porte s'ouvrit de nouveau, et cette fois, c'est Grant Ricker lui-même qui entra dans la pièce. Grand et les tempes grises, son visage marqué par des années d'expérience. L'ancien policier et maintenant chef de la sécurité de Oua affichait une expression sérieuse. « Où étiez-vous » demanda Oua brusquement. « Au travail » répondit simplement Grant. Il jeta un coup d'œil à Sophia. « Pourriez-vous nous laisser un instant » L'assistante sortit, fermant la porte doucement derrière elle. Grant s'approcha du lit d'hôpital. « Comment vous sentez-vous » Fatigué d'être allongé. « Je dois sortir d'ici, Grant. Je dois la trouver. »« La fille ?» Josie, confirma Oua. « Elle m'a sauvé la vie. A risqué la sienne pour un parfait inconnu, et maintenant elle est seule dehors. » Grant observa attentivement son patron. Il connaissait Wabaret depuis 15 ans, depuis qu'il l'avait sauvé d'un enlèvement en Colombie. Pendant ce temps, il avait vu le jeune homme d'affaires devenir l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. Mais il ne l'avait jamais vu aussi affecté par quelque chose ou quelqu'un. « Que voulez-vous exactement que je fasse » demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. Ou prit quelque chose sur la table de chevet, un bouchon de bouteille de soda rouge. Trouvez-la. Utilisez toutes les ressources nécessaires. Elle est petite, aux cheveux foncés, probablement âgée d'environ 6 ou 7 ans. Elle était seule la nuit de l'accident. Ce bouchon est tombé de sa poche quand elle m'a traîné hors de la voiture. Grant ramassa la petite pièce de métal, l'examinant de près. Une enfant des rues, dit-il plus à lui-même qu'à Oua. Je dois la trouver, Grant. Je lui dois la vie.
L'enquêteur glissa le bouchon dans sa poche. Je commencerai immédiatement. J'aurai besoin de détails, tout ce que vous vous souvenez d'elle, de l'emplacement exact de l'accident. Wa hocha la tête, et pendant quelques minutes, il décrivit le peu qu'il pouvait se souvenir de cette nuit d'orage. La petite silhouette apparaissant dans l'obscurité, le rocher brisant la vitre, les minuscules mains le tirant loin des flammes. Trouvez-la, répéta-t-il alors que Grant se dirigeait vers la porte. Peu importe le temps que cela prendra. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Grant avait commencé sa recherche. La ville était vaste, avec des milliers de personnes vivant dans la rue, beaucoup d'entre eux des enfants. Trouver une fille spécifique, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais Grant Ricker s'épanouissait dans les défis. Il commença exactement là où Wa lui avait dit, le lieu de l'accident. Les marques étaient encore visibles, des morceaux de verre sur le trottoir, des traces de pneus sur l'asphalte, le lampadaire tordu. À proximité, une vieille station de métro fermée pour rénovation. Grant connaissait bien les rues, et plus important encore, connaissait les gens qui voyaient vraiment ce qui s'y passait. Il commença à jeter son